Patrice Talon ordonne le déblocage de 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat au profit des travailleurs. Cette somme va servir à éponger les arriérés au titre de 2016. C'est la bonne nouvelle issue de la séance de travail du chef de l'État avec les centrales syndicales ce vendredi. Et puis, Journée mondiale de l'alimentation, les fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture maintient le combat contre la faim dans le monde où des millions de personnes sont privées de nourriture. L'axe routier Zanyanato-Banamé-Paouian et ses bretelles bientôt mises en service. Les travaux sont achevés. Les populations satisfaites de la réalisation de cette infrastructure. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard au démarrage de cette édition. Encore 15 milliards de francs CFA pour les travailleurs au titre des arriérés de 2016. C'est une bonne nouvelle annoncée par Patrice Talon ce vendredi. C'est à l'occasion de la séance de travail à laquelle il a invité les partenaires sociaux au Palais de la Marina. On fait le point avec Jérôme Rongbor, Jean Nombima et Ernest Tétégo. La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnait aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela de notre mérite commun, cela de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. En ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation. Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 46 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoute près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016,
87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni, près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'apurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier, la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances, et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Maintenant, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyen. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce vendredi une délégation de cadres et dignitaires de Porto Novo. Ils sont allés rendre compte au premier magistrat des résultats d'une mission accomplie dans la cité des Ainovi. On écoute le maire de Porto Novo à la fin de l'audience. Il est au micro de Jérôme Humbo et de Jean Nobima. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes.
Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto Novo, remercier les usagers des différents marchés et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Porto Novo. La première phase du concours de recrutement de 500 militaires au profit de l'armée béninoise a été lancée hier. Eh bien, les participants ont concouru sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de Cotonou s'est déroulée en présence du ministre de la Défense. Les précisions avec Fifam et Salomé Atadji. Incorporer 500 militaires dans l'armée pour renforcer la sécurité des populations. C'est une autorisation du gouvernement via le Conseil des ministres. Des jeunes hommes et femmes favorables aux critères retenus ont pris part à cette compétition organisée par le ministère de la Défense. Le premier critère, c'est se faire enregistrer en ligne. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire enregistrer en ligne, on leur a donné des tuteurs pour les enregistrer. Après la phase d'enregistrement, on valide votre enregistrement. Et on vous donne un numéro de table qui vous suit jusqu'à la fin de l'opération, même à la phase écrite. Donc, aujourd'hui, quand vous venez, vous donnez votre numéro de table. Et on vérifie sur la base si, effectivement, le nom que votre carte d'identité est inscrit à ce numéro sur la base. Et après, on vous cachette pour être sûr que vous êtes au départ. Au bout de 28 minutes, un dispositif a été mis pour barrer la route à tous ceux qui vont venir après 28 minutes. Donc ceux que vous voyez ici sont ceux qui ont rempli les critères des 28 minutes. Les hommes ont couru sur 6 km et les femmes sur 4 km en 28 minutes d'endurance et c'est seulement le quart des participants qui est accueilli à l'arrivée. On va décider du jour où ils vont composer à l'écrit. Et après la composition à l'écrit, on va retenir les 500 premiers avec une marge de 20%. Parce qu'il y a une dernière phase, qui est la phase de contrôle médical. Les 20% là sont en réserve pour qu'en cas d'inéligibilité par contrôle médical, on puisse remplacer. Contrairement à l'année dernière où nous avons couru même à 16 heures, cette année les choses ont été mieux organisées et autour de 11 heures, nous avons déjà fini partout dans le Bénin. Le recrutement organisé sur fond de transparence se déroule sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, cette semaine nous rappelle le dialogue politique qui a eu lieu au Bénin l'année dernière au Palais des Congrès de Cotonou. Il était alors destiné à trouver des solutions innovantes et endogènes aux difficultés engendrées par la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Ce dialogue a-t-il pu servir à quelque chose? Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Marcel Arrossi. En moi, c'est tout un souvenir, parce que ça n'a pas été facile de se décider et d'aller donc participer à ce dialogue. Tellement il y avait des pressions, des gens qui voulaient et des gens qui ne voulaient pas. Et il fallait donc décider en toute responsabilité. Et au fait, ce qui nous a, nous autres, poussé à accepter l'idée du chef de l'État, c'est d'abord de ramener la paix. Après le dialogue politique, les lignes ont bougé. Oui, les lignes ont bougé, continuent de bouger. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, après ce dialogue, est devenu moins exigeant par rapport aux pièces qu'il faut, par exemple, pour être reconnu comme parti politique. Les pertes que nous avions étaient immenses et il fallait trouver une formule pour que, évidemment, la souffrance cesse. Un an après, nous trouvons que nous ne nous sommes pas trompés. Du moment où des gens m'ont appelé, avant-hier seulement, pour demander qu'on les accompagne, pour qu'ils célèbrent leur libération.
on peut noter que la révision de la Constitution nous a permis d'avancer dans un certain nombre de directions qui sont plutôt positives pour notre pays. Je veux citer entre autres, par exemple, l'institution du parrainage qui permet que ne deviennent président de la République, ne prétendent vouloir diriger tout le Bénin que des gens qui ont une assise sociale suffisante, reconnue par des acteurs qui eux-mêmes représentent des franges importantes de la société. Pour qu'on se débarrasse de la plaisanterie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Une fois que les primaires sont faites, les élections primaires sont faites à l'intérieur des républicains et des démocrates, on a combien de candidats là maintenant? Le système de parrainage, c'est précisément ça. Sur le terrain des lois, nous pouvons dire que nous sommes toujours en expérimentation de toutes ces lois-là. Nous ne pouvons pas, disons, conclure de la perfection totale donc, de ces lois. Il faut continuer de les expérimenter et surtout, étant donné que rien n'est statique, que nous ayons le courage, n'est-ce pas, de revisiter un certain nombre d'entre elles pour le bonheur donc, du peuple. Quelles que soient les crises politiques, elles finissent toujours autour d'une table. Et donc, nous, on ne regrette pas de l'avoir fait. Et s'il y a encore dialogue aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à y participer. Les travaux de la route Zanyanando-Banamé-Panouian et ses 2 bretelles sont presque achevés. Ce sont des infrastructures routières longtemps attendues qui viennent régler plusieurs problèmes. Les populations des localités impactées par les travaux expriment leur joie et leur satisfaction et félicitent le chef de l'État pour la réalisation de ces travaux. Ghislain Poguet. Un axe et ses bretelles dans une localité, comme de la lumière jetée dans la nuit. L'axe Zanyanando-Banamé-Panouian et ses 2 bretelles, Kové-Banamé et Kogédé-Zaputa, sont en cours de finition. Le bitume relie déjà Zanyanando à Panouian. Il ne reste qu'un raccordement de 2 km en cours d'achèvement à la hauteur de Banamé. 57 km de goudron, tout neuf. Quant à la première bretelle, celle qui relie Kogédé à Zaputa, les travaux sont presque achevés. Le bitume quittant Kogédé et passant devant l'hôtel de ville de Zaputa est déjà au cœur de Za. Il reste au grand carrefour des travaux liés au collecteur à achever. Cette route est longue de 5 km 200. Elle est entièrement bitumée. La deuxième bretelle maintenant, celle qui part de Kové, devant la forêt sacrée Ponzon, pour aboutir à Banamé. Sur ce tronçon de 12 km, les travaux de bitumage proprement dit sont terminés. Il ne reste que quelques caniveaux encore dangereusement ouverts à fermer. La route, elle est bonne. Elle est bonne parce que ça fait un moment. Pour aller à Banamé ou bien aller à Kové, c'est difficile. C'était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, on arrive à circuler correctement. De Pamian, avant, on n'arrive même pas à aller à Kétou. Aller à Banamé, c'est difficile. C'était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, on circule correctement. La population de Pamian aujourd'hui parle correctement de la route. On peut manger la route. Demandez-moi pourquoi. Quand il y a la route, les bonnes choses peuvent venir dans le village. D'ici Nigeria, c'est difficile pour nous. On n'arrivait pas à aller là-bas. Mais aujourd'hui, c'est correctement, on peut circuler. On mange la route, il faut dire ça. La construction de cette route est une bonne chose. On en avait besoin depuis bien longtemps. Maintenant que c'est fait, nous remercions le chef de l'État. C'est bénéfique pour toute la population et la zone entière. Je suis très content du bitumage de cette route. Ça réjouit beaucoup de personnes. Avant, la route nous faisait souffrir. La voie en mauvais état nous faisait tomber. Mais aujourd'hui, tout ça c'est du passé. Si nous voulons aller à Kétou ou à Ilara, nous y allons facilement et rapidement. Pour ça, je félicite le président Talon. Je prie pour lui, pour qu'il ait la force nécessaire pour réaliser d'autres grandes œuvres pour nous. Je suis très content. Désormais, quand vous partez de Porto Novo pour la partie septentrionale du pays, vous n'êtes plus obligé d'aller jusqu'à Boycon.
L'axe Zanyana-Do-Banamé-Paouian vous permet de rallier le département des collines en un rien de temps. Il ne saurait y avoir de développement sans la route. Et c'est aujourd'hui du concret. C'est à l'actif du gouvernement du Bénin, c'est à l'actif du chef de l'État. Et nous voudrions vraiment passer par ce canal pour le remercier. Les populations, le retour que nous avons, c'est que c'est très pratique. Vous constatez l'aisance aujourd'hui avec laquelle on circule. Il est venu régler un grand problème au niveau de la commune de Kové et de toute la région Agoni, que ce soit à Zakota, la voie principale, Zanyana-Do, Banamé-Paouian, ça là aussi, donc ça relie en fait le Zou et les collines à partir de Kové. Par le passé, il y a eu des présidents ici, mais ce que lui fait est très grand à mon avis. Nous citoyens, nous prions pour lui. En moins de 5 ans, il a fait ce qu'aucun président n'a jamais réalisé dans ce pays. Tout le monde est content ici, femmes comme hommes. Nous remercions le chef de l'État à la mesure de notre satisfaction. Nous l'acclamons même. Tout ce qu'il fait est beau. C'est depuis 1990 qu'on nous a promis ces infrastructures routières. Les sages de la localité avaient fait beaucoup de lobbying, mais en vain. C'est une bonne initiative. La route était très dégradée. Il y avait assez de poussière. Maintenant, ça va. C'est bon pour nous, les élèves. Parce qu'avant, il n'y a pas la voie. C'est gâté avant. Et s'il y a la pluie, on ne peut traverser la voie ni passer pas sur la voie. Et il y a de l'eau partout. Et pour ça, on reste à la maison à cause de ça. Que cette route soit bitumée, c'est une très bonne chose. La circulation sera désormais facile pour nous et pour les gros porteurs en provenance du département des collines. C'est une route très importante. Et la bretelle Kové-Banamé, elle apparaît encore plus importante, surtout en matière de sécurité alimentaire. Elle dessert le bassin agricole de Kové, la commune étant une zone essentiellement agricole. La plupart des champs et des hameaux agricoles se trouvent du côté de cette route. Il faut donc une bonne infrastructure routière pour convoyer les récoltes vers la ville de Kové. C'est désormais chose faite. À ajouter le désir des populations de voir certains travaux confortatifs se faire pour renforcer les ouvrages réalisés. L'axe Zanyana-Do-Banamé-Paouian et ses bretelles Kové-Banamé et Kogédé-Zakota, c'est au total 75 km, 343 mètres linéaires. Des infrastructures routières toutes neuves qui donnent un visage nouveau à la localité. Des routes susceptibles de booster les activités commerciales, donnant ainsi un coup d'accélérateur à l'économie locale. C'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde, la faim. Des millions de personnes sont touchées chaque année en première ligne pour lutter contre ce fléau. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, eh bien, ce 16 octobre, l'organisation onusienne célèbre la Journée mondiale de l'alimentation une fois encore. Elle attire l'attention sur la solidarité. Herman Rodrigue-Amégan et Igor Ayosso. Un soupçon de repas autour duquel s'agglutine une famille. Des gamins, près d'une dizaine, contraints de s'attrouper autour d'une portion de nourriture pour atténuer leur faim. En plein 3e millénaire, manger à sa faim apparaît encore comme un luxe pour certaines communautés dans le monde entier. Leur seul espoir se repose sur la philanthropie des organismes internationaux. Près de 700 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Bien que nous produisions des quantités de nourriture plus que suffisantes pour nourrir le monde, nos systèmes agroalimentaires souffrent de déséquilibre. Des chiffres qui interpellent et qui sont à la hausse depuis l'avènement du coronavirus.
La FAO, grand artisan d'un monde libéré de la faim, se bat au quotidien contre la malnutrition, la sous-alimentation et bien sûr la faim. Et le 16 octobre, depuis 40 ans, l'organisation marque un arrêt. La journée mondiale de l'alimentation de cette année, qui a pour thème cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir, nous invite d'une part à bâtir des systèmes agroalimentaires plus résilients et plus solides, et d'autre part à faire preuve d'une grande solidarité au niveau mondial. C'est donc un hymne à la solidarité agissante, surtout en pleine pandémie de Covid-19 qui menace la sécurité alimentaire. Et dans ce sens, le Bénin a fait d'énormes progrès. Face à la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres, sous la houlette de son chef, a pris récemment des mesures spécifiques en faveur du secteur agricole fortement touché par les effets de la pandémie. D'un coût global de 100 milliards de CFA, ces mesures orientées vers les entrepreneurs agricoles seront mises en œuvre à travers le Fonds national de développement agricole en accord avec les banques et les services financiers décentralisés. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation est jumelée avec la 24e édition du Téléfood, une souscription volontaire lancée pour récolter des fonds afin de soutenir de micro-projets. Les meilleures coopératives féminines de tout le Bénin sont également primées. La FAO continue sa marche pour donner du sourire au plus grand nombre pour que manger cesse d'être une équation difficile à résoudre pour près de 700 millions de personnes dans le monde. Depuis près d'un mois, les écoles ont rouvert, de même que les cantines scolaires. Des parents y font recours pour le déjeuner de leurs enfants. Alors certains, par contre, doutent encore de la qualité des repas servis, surtout dans les écoles publiques. Aujourd'hui, 7 octobre, journée mondiale de l'alimentation, Estelle Pazot a fait une intrusion dans une de ces écoles à l'heure du déjeuner. Voici son reportage. École primaire publique Yeloïsé. Il est midi dans quelques minutes. Les femmes s'affairent à la cuisine, les écoliers se préparent à manger. Au menu ce mercredi, un repas qu'ils aiment bien. Je mange du riz avec de l'ananas et je trouve ça délicieux. Du riz avec de l'ananas en dessert. Comme Inès, ses camarades mangent avec appétit. Charbel, lui, garde même en mémoire tous les repas qu'on leur sert au déjeuner. À midi, les repas qu'on nous sert, il y a de l'haricot, du riz, du pois jaune et de la pâte. Ici à l'école, les enfants ont en effet droit à des repas chauds et variés. Tous proviennent de la cantine scolaire. Les lundis, les enfants mangent du haricot avec les ingrédients nécessaires. Les mardis, on leur sert de la cassa et du poisson. Les mercredis, du riz. Les jeudis, de la cassa avec du fromage. Et enfin, les vendredis, on leur prépare du riz. Le déjeuner à l'école, une réalité donc depuis la reprise des cantines scolaires. Les menus sont composés selon les régions et parfois même selon la sensibilité des enfants. Tous ont droit à une portion prédéterminée et requise à leur croissance. Nous avons une ration journalière qui est composée de 150 grammes de céréales. À cela, nous ajoutons des aliments de croissance qui souvent sont des légumineuses, mais pour une alimentation variée et équilibrée, les enfants reçoivent 2 jours sur 3 de la protéine animale. À l'école primaire publique Yeloïsé, 330 enfants bénéficient des repas de la cantine. Ces repas couvrent toute l'année scolaire et en prévision, l'école dispose de magasins de stockage. On y trouve de tout, de la tomate, des épices et plusieurs sacs de céréales. La directrice l'assure, beaucoup de choses ont changé grâce à la cantine scolaire. La cantine scolaire nous a fait du bien dans l'école parce que, en temps, les enfants allaient à la maison, revenaient à jeun. Mais aujourd'hui, avec la cantine, nous avons vu qu'il y a de l'amélioration. C'est-à-dire, quand les enfants mangent à midi, on voit qu'ils sautent et il a la santé.
les enfants ne tombent plus malades comme auparavant. Les cantines scolaires sont conjointement mises en œuvre par le gouvernement béninois et le Programme alimentaire mondial. En dehors de la fourniture des repas, le programme intègre d'autres aspects. Le PAM a toujours eu à cœur d'insister sur les questions d'hygiène. Et maintenant que nous sommes en période de crise sanitaire, comme vous le savez, ces règles d'hygiène sont d'autant plus importantes et nous continuons de mettre l'accent sur cela. Le Programme alimentaire mondial fournit également un appui complémentaire aux écoles en termes de formation des comités de gestion et de suivi des activités et des cantines et d'éducation nutritionnelle. Un ensemble de mesures pour assurer à Inès et à ses camarades une alimentation saine dans leur milieu scolaire. Le gouvernement attache du prix à une exigence, celle d'assainir le cadre de vie pour un développement durable. Cela passe par une bonne gestion des déchets solides. 550 tricycles ont été remis à cet effet aux petites et moyennes entreprises de la zone du Grand Nokoué. Gilles Danso, Patrick Nimavo. 550 tricycles aux PME, petites et moyennes entreprises. Zone ciblée, le Grand Nokoué, Cotonou, Semepodi, Porto Novo, Abomey, Calavi, Ouida. Objectif, assainir le cadre de vie. Une mission qui tient à cœur au gouvernement du président Patrice Talon. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokoué, SGDS-GN, est à la tâche. Les tricycles qui seront remis, ce n'est pas un don, mais c'est une facilité. Et les PME qui seront bénéficiaires de ces tricycles rembourseront le montant de ces tricycles sur une période de 9 mois. Les villes concernées ont le devoir d'exécuter ce projet sans faille. Pour une efficacité opérationnelle plus grande, je voudrais formuler le vœu que nos communes soient davantage associées aux différentes étapes du processus. Aussi, voudrais-je d'ores et déjà vous rassurer de la détermination de toutes les communes du Grand Nokoué à accompagner les structures précollectrices pour relever ces défis. Cet ambitieux projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers vise à apporter une solution durable et innovante à la problématique des déchets urbains. Ce jour encore, nous vivons un moment déterminant dans la mise en œuvre efficace du projet d'assainissement dans le Grand Nokoué. Je voudrais saisir cette occasion, Monsieur le ministre, pour saluer encore une fois votre pugnacité et votre détermination. Toutes choses qui ont permis de donner corps à ce projet cher au chef de l'État. Plus de 10 milliards de francs CFA entièrement financés par le budget national. Ces tricycles vont apporter un plus dans la gestion de ces déchets. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué est un projet phare. Donc, un projet spécialement suivi parmi les 45 projets phares par le chef de l'État lui-même. Pour vous dire qu'au-delà de la réalisation des infrastructures, ce projet a une importance capitale dans le succès et la réussite du PAG. Autour de ce grand projet, qui est dans sa phase pilote, parce que ce qui se passe dans le Grand Nokoué va se déployer de façon générale sur toute l'étendue du territoire national. Autour de ce projet, nous avons mobilisé 69 PME pour couvrir les 5 communes. 69 PME, des gens qui travaillent dans la précollecte, dans la collecte, dans le transport, dans l'enfouissement, mais également dans les travaux de génie civil, parce que les points de regroupement, les centres de transfert, tout ça mérite d'être aménagé
aux normes internationales. 350 000 tonnes de déchets par an qui affectent très négativement le cadre de vie et les conditions de santé publique des populations, bientôt un vieux souvenir. Des milliers de déplacés survivent sans aucune assistance humanitaire à près de 2400 mètres d'altitude. Regina, 4 ans, est morte faute de soins et de médicaments dans la nuit froide du vendredi 9 octobre sur le site des déplacés de Bijombo en marge d'un conflit enraciné dans l'histoire des hauts plateaux du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les déplacés, environ 700 familles vivent dans le camp de Bijombo qui existe depuis fin octobre 2019 sans aucune assistance humanitaire dans cette zone seulement accessible à pied ou en hélicoptère. Lundi, les enfants et les enseignants ont été privés de rentrée scolaire. Le logo du Fonds des Nations Unies pour l'enfance apparaît sur quelques bâches, mais aucune trace de tableau, cahier ou crayon. Pas d'école, peu de soins. À 500 mètres en contrebas d'un centre de santé détruit, quelques infirmiers bénévoles font des prélèvements sanguins avec les moyens du bord, sans lumière. Jean Castex, en visite ce vendredi au CHU de Lille, a promis l'appui du gouvernement aux soignants inquiets face à la montée de la deuxième vague du coronavirus, tout en exhortant les Français à la mobilisation nationale. À son arrivée, accompagné de la maire de Lille, Martine Aubry, le chef du gouvernement a de nouveau appelé à la responsabilité collective et a estimé que chacun doit y mettre du sien. On sait bien que la deuxième vague est là, que le nombre de patients augmente, que le virus est le même, qui n'a pas baissé en intensité. On note, je le répète, un rajeunissement des personnes atteintes du virus, ce qui montre bien que la mobilisation doit être générale et que personne, absolument personne, n'est à l'abri. Les études disent que la meilleure façon de prévenir les afflux en hospitalisation, ce sont les mesures préventives, c'est le respect des mesures coercitives que nous avons été conduits à prendre. C'est donc une mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens, mobilisation dont je ne doute pas parce qu'ils mesurent à la fois la gravité de la situation et la possibilité, si chacune et chacun joue le jeu, de la juguler. Eh bien, c'est le journal SOR-FM. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Admiomama sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.